Bonjour à tous. Il fut un temps où les jeux d'argent étaient cantonnés à une clientèle d'habitués, voire même d'initiés. Poker, course hippique, bookmaker, jeux clandestins, tripots. Autant vous dire que tout ceci était facilement associé à une clientèle peu fréquentable. Et puis Internet est passé par là. Les sites de poker se sont démultipliés, les émissions avec leurs spécialistes, leurs champions et autres pseudo-professionnels ont envahi les écrans. Idem pour les paris sportifs. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour voir pulluler une myriade de sites vous promettant les meilleures cotes, les meilleurs pronos, en gros, le meilleur du meilleur. Et je dois admettre que ça marche. Les paris sportifs, hippiques et le poker en ligne ont enregistré, d'après l'Autorité nationale des jeux, des performances historiques en 2020. Très bien, parfait. Ils ont réussi à rendre les paris, donc les jeux d'argent, accessibles à tous, puisque nous pouvons tous autant que nous sommes parier à tout moment, de n'importe où et sur n'importe quel appareil. À nous, la fortune. Sauf que parier pour gagner, ça s'apprend. Si vous n'y connaissez rien au foot et que vous misez sur une équipe plutôt qu'une autre, ça n'est pas du pari, c'est un jeu de hasard. Mais vous avez tout à fait le droit de miser de la sorte. Mais si jamais vous voulez avoir l'info, le secret de vestiaire que personne n'a pour maximiser vos chances, il existe les pronostiqueurs, les tipsters en anglais, qui grâce à leur immense bonté et générosité, acceptent de te partager leur science, leur génie, pour vous permettre non pas de gagner, mais de devenir riche. Et oui, forcément, ils sont tous les meilleurs pronostiqueurs du monde. Et c'est pas rien. C'est comme si Roger Federer, pendant ses temps libres, donnait des cours de tennis à tous ceux qui le sollicitent. Ah oui, j'ai oublié de préciser que tout ceci, bien sûr, est payant. Et oui, le génie, ça se monnaie. C'est peut-être pour ça que Roger ne donne pas des cours de tennis à 50 € de l'heure. Pas assez fort, le gars, non. Et c'est pas mon invité qui va vous dire le contraire. Ludovic Adel, bonjour. Bonjour Laurent. Roger Federer, vous connaissez ? Je connais un peu, ouais. Vous avez pris des cours avec lui, non ? Non, j'ai pas eu Vous n'avez pas eu cette chance non plus. Non. Alors, vous êtes le cofondateur et le président de Tipstop. Exactement. Qui n'est pas un site de paris en ligne, qui n'est pas un site de pronostic, qui est une plateforme d'analyse et de donner des cotes et des paris en ligne sur l'instant. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Ouais, nous on fait ce qu'a fait Boursorama dans les années 2000, c'est-à-dire qu'on rend accessible de la donnée qui ne l'est pas forcément pour les parieurs sportifs, pas pour les marchés financiers, avec des données qui sont prêtes à l'emploi, des indicateurs et des outils professionnels pour accompagner les parieurs dans leur quotidien et mettre une certaine rigueur dans ce qu'ils font. On est un peu sur du trading en bourse en fait, c'est un peu un cours, le pari, la cote, c'est un peu comme un cours de bourse, vous le présentez comme tel, c'est-à-dire qu'on peut le suivre. Alors oui, d'une certaine façon, oui. Maintenant, on n'est pas dans une offre et une demande qui se rencontrent directement, puisque chaque prise de pari en fait, dépend de chaque opérateur, et il existe en fin de compte autant de cours qu'il existe de matchs, de cotes et de bookmakers. Et c'est ça la différence avec les marchés financiers, où vous avez une certaine continuité, et en fin de compte, que vous placiez vos ordres sur Boursorama ou sur ING, l'action Carrefour, par exemple, c'est la même pour tous. Là, en fin de compte, quand vous jouez sur un match de l'équipe de France et que vous jouez, par exemple, l'équipe France va gagner, ça ne sera jamais les mêmes liquidités que vous jouez chez Unibet, par exemple, ou chez la Française des Jeux, Paris Sport. Comment on en arrive à créer un site tel que celui-ci ? C'est pour avoir trop gagné au pari au pari sportif ou après avoir trop perdu ? Comment l'idée a germé ? Moi, j'ai toujours aimé entreprendre. J'ai avorté certains projets parce qu'il n'y avait pas de potentiel marché. J'ai joué en bourse pas mal. J'utilise le mot jouer volontairement pour inciter personne. Jouer sous-entend que vous acceptiez de perdre et de gagner. Toujours. J'aime bien comprendre les rouages. Et puis, il y a des choses qui ont plutôt bien fonctionné. Et puis un jour, je me suis mis à parier. J'ai découvert ça. Je ne suis pas un grand fan de sport à la base, donc j'avais certaines lacunes pour analyser les matchs. J'ai vu qu'il y avait pas mal de contenu en ligne de plus en plus. C'était dans les années 2015-2016 avec beaucoup de contenu. Et en fin de compte, moi, je suis plutôt du genre à vouloir prendre ma décision parce qu'en fin de compte, c'est mon argent. Quand on parie, on le consomme. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et du coup, je cherchais des infos pour orienter mes choix, pour faire des choix pertinents, pour mettre de la réflexion dans ce que je faisais. Et puis, de fil en aiguille, alors au début, on était une plateforme de partage de pronostics, c'était ça notre volonté. Alors, c'est un sujet en ce moment, mais nous, on l'a mené ce combat il y a quelques temps. On pourrait y revenir dessus si vous voulez. Et puis, de fil en aiguille, avec les retours utilisateurs, c'est ce que c'est une start-up, on cherche son market fit, comme on appelle ça. Donc, on pivote de fil en aiguille, et puis, avec des retours utilisateurs, vous arrivez au produit d'aujourd'hui. Donc, on a commencé par un groupe Facebook
Facebook de 10 personnes, et aujourd'hui on a plus de 100 000 utilisateurs. Maintenant, comment se porte le monde du pari en ligne? J'ai lu qu'en 2020, d'ailleurs je le disais en préambule, en 2020, l'Agence nationale des jeux, qui remplace l'enseignement à l'ARJEL, a déclaré qu'en 2020, c'était une année historique en termes de chiffres. Comment se fait-il qu'on puisse avoir des chiffres aussi importants en 2020 alors qu'il y avait le Covid? Ils ont parié sur quoi, les gens? Ouais, ce qui est assez dingue, c'est que 2020, c'est 5,3 ou 5,4 milliards à peu près de mise en ligne uniquement. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est que, je crois que c'était au 15 mars ou au 20 mars, il y a eu du coup le confinement, le monde du sport s'est arrêté pour la première fois. Quand le monde du sport s'arrête, c'est vraiment que ça va mal. Bon, oui, en l'occurrence, ça allait mal. Mais on a fini l'année en croissance. Donc ça, tout le monde était surpris, clairement, d'avoir des chiffres tels quels. Surtout qu'il nous restait... à l'époque, donc entre mars à peu près et mai, il n'y avait plus que la Biélorussie qui jouait. Donc tous les joueurs, tous les parieurs sont devenus des experts du foot biélorusse. Et l'ARJEL à l'époque a autorisé le football australien, les paris sur le football australien qui n'étaient pas autorisés avant pour regonfler un peu l'offre parce qu'il n'y avait plus rien à jouer. Alors une question toute simple, peut-on devenir riche en jouant au pari en ligne? Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont fait fortune en sachant miser, en comprenant, en gérant leurs paris, leur gestion? Parce qu'il y a une chose qu'il faut préciser quand même, et en fait j'aurais dû vous poser cette première question. La différence entre un bon et un mauvais parieur, c'est quoi? Le bon parieur, c'est celui qui garde le contrôle, peu importe qui gagne ou qui perde. C'est celui qui maîtrise son jeu, qui ne tilte pas. On utilise beaucoup ça dans le secteur, tilter, c'est-à-dire qui ne va pas chercher à se refaire quand il perd ou qui ne va pas s'enflammer quand il gagne. Ça, c'est un bon parieur. Et peu importe qu'il soit en bénéfice ou en déficit. Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'on peut vivre des paris? C'est une activité professionnelle pour certains, oui. Maintenant, on s'adresse à un public qui est non initié, on ne sait pas qui on s'adresse, donc ce n'est pas le message qu'on veut véhiculer. C'est extrêmement dur. C'est des gens qui ont des capitaux énormes et qui, en fin de compte, qui font peu de croissance. En termes de croissance sur leur année, mais qui jouent tellement avec des volumes qui sont dingues. Et c'est une énorme prise de risque, de jouer 10 000 pour gagner 100. Alors, ils ne le jouent pas, attention, ils ne le jouent pas sur un pari. C'est ça la différence et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont jouer entre 0,5% de leur capital, on appelle ça une bankroll, à 1% par exemple. Et à l'étranger, vous avez en fait des syndicats de parieurs, en Angleterre typiquement, qui sont en fait des entreprises. Ce sont des entreprises, des entités, et qui jouent sur des marchés asiatiques, souvent, où il y a beaucoup de liquidités. Ce n'est pas possible de le faire sur les marchés français parce que les bookmakers ont des liquidités qui sont limitées. Donc, dès qu'il y a certains niveaux, les comptes sont bloqués. Clairement, c'est pas l'idée de dire aujourd'hui que vous pouvez en vivre. C'est une activité qui peut être en revanche un hobby de manière régulière si vous y mettez beaucoup de temps et que en fait vous apprenez de vos erreurs. Vous dites qu'il est difficile de faire fortune et que ceux qui y arrivent, c'est pas accessible au plus grand nombre. Pourtant, tous les messages que l'on voit, là on est en pleine période de l'euro, à toutes les coupures pub, tous les opérateurs, les pronostiqueurs vantent les mérites, ils ont les meilleures cotes, ils ont les meilleurs pronos, ils ont les meilleurs champions pour vous indiquer. Mais avant d'en parler, on regarde un sujet de Barnabé Deveau qui revient un petit peu sur tout ça et qui vous explique qu'en fait, il y en a des fois qui gagnent, mais ce n'est plus du pari, c'est du hasard. On regarde. Il y a 4 mois, la vie de Jérôme, amateur de paris sportifs, a été bouleversée. Ce Bordelais, qui avait accumulé une belle somme en misant régulièrement sur des matchs de football, décide de faire tapis en pariant sur une série de 7 rencontres se jouant en Allemagne. Incroyable mais vrai, 6 de ces 7 paris sont validés et l'homme empoche 902 779 €. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à rêver de faire fortune grâce à leur science du jeu, voire même celle des autres. Avec la démocratisation des paris sportifs, de plus en plus de personnes se font passer pour des experts et proposent des abonnements VIP moyennant une dizaine d'euros par mois dans lesquels ils vous proposent des cotes qui vont vous permettre de mettre du beurre dans vos épinards. Pour se faire connaître, la plupart d'entre eux n'hésitent pas à passer par des influenceurs peu regardants pour en faire la publicité. Cependant, une question se pose, pourquoi ces experts qui affirment gagner leur vie grâce à leurs paris vous demandent-ils de l'argent pour souscrire à leur abonnement? Eh bien c'est parce que leur bilan n'est pas celui qu'ils vous présentent. En effet, la plupart de ces charlatans s'amusent à modifier et afficher des bilans sans aucune erreur,
alors qu'en vérité, il ne dépasse quasiment jamais les 50% de réussite. Parce que oui, une fois les mensonges dissipés, la vérité est tout autre. Selon l'association SOS Joueurs, 70,3% des joueurs se sont endettés auprès de leur banque. Un chiffre qui peut rendre sceptiques ceux qui rêvent de vivre des paris sportifs. Mais alors, quid des 30% restants? Ont-ils vraiment tous fait fortune grâce au but d'Mbappé ou Lionel Messi? Vous les connaissez, les 30% qui restent, Ludovic? Je connais beaucoup de parieurs, après je ne sais pas s'ils font partie des 30%. Moi, ça me paraît énorme, 70% des gens qui se sont endettés pour pouvoir jouer. Ça me paraît presque, j'ai même presque du mal à le croire. Alors j'avais pas ce chiffre en tête, j'avais en tête... C'est SOS Joueurs qui l'a annoncé. D'accord. J'avais pas ce chiffre en tête, j'avais en tête que 10% des joueurs génèrent 73% des mises, ça c'est officiel puisque c'est les rapports de l'ANJ qui sont parus sur les derniers. Non, j'avais pas en tête ce chiffre-là. Là, on parle des pronostiqueurs et on parle de l'endettement. Les pronostiqueurs, c'est un fléau. Chaque secteur d'activité en croissance a ses propres parasites. Les manipulations de cours sur les forums Boursorama, on les a connues à l'époque. Les crypto-monnaies avec les shitcoins. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Et dans les paris sportifs, malheureusement, il y a des gens qui ne sont là que pour profiter en fait, de la crédulité des gens, qui ont une espérance au gain qui est forte, qui placent beaucoup de croyances parce qu'ils pensent dans les paris sportifs, parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir avoir un retour sur investissement immédiat. Mais quand vous avez une certaine maturité, vous savez très bien que l'argent ne tombe pas du ciel. Et c'est pas responsable de la part de ces gens-là, et c'est pas responsable non plus de la part de ces influenceurs, alors on va pas donner des noms, mais appelons-les les influenceurs, de faire la promotion de ces services qui sont bidonnés pour le coup. Qui sont-ils ces pronostiqueurs? C'est personnes lambda qui tentent le coup, ça marche un peu, il a 10 personnes qui... Il se fait un petit coup d'euros, il y en a 10 qui achètent son abonnement et puis après il s'en va. Ou alors on est sur vraiment des sociétés organisées dans des pays offshore avec des comptes partout. C'est hyper compliqué parce qu'en fait il y a de tout. Le premier point, c'est qu'il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, il y a des gens qui donnent des conseils gratuitement, il y en a qui font payer. Je ne vais pas donner mon avis sur est-ce que c'est légal ou pas, il y a la loi et l'ANJ a pris des positions dessus. Ces gens-là sont là pour éduquer les joueurs, ils font beaucoup de bien. Malheureusement, les gens qui sont mal intentionnés font plus de mal que ces gens-là. Et ça, c'est hyper problématique. Qui sont ces gens? Il y a des gens un peu partout, mais on va dire que les plus gros faiseurs, ils sont à l'étranger, c'est ça qui est hyper compliqué, des sociétés anglaises, hongkongaises et maltaises généralement. Voilà. Et ils passent par des réseaux d'influence, des gens qui ont un peu d'influence auprès des jeunes sur des réseaux sociaux, Snapchat pour ne pas le citer. Ouais, alors justement, ça c'est en préparant l'émission, en tout cas de façon, en ce qui concerne l'Hexagone, la France, 70% des parieurs ont moins de 34 ans. Et 2/3 des joueurs viennent de milieux sociaux modestes, avec un niveau d'éducation et de revenus inférieurs à ceux des autres joueurs. Apparemment, il y a une population qui est particulièrement ciblée. On le voit, les influenceurs dont vous parlez, clairement, c'est tous les jeunes de quartier. On leur fait croire qu'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils n'ont pas juste en misant 2 euros et en gagnant 10 000 ou 100 000. Et donc, en fait, ils accentuent les difficultés pour toutes ces périodes. C'est compliqué, c'est un miroir aux alouettes. On leur fait croire des choses qui sont inaccessibles. Et il n'y a personne qui est là pour pouvoir leur montrer et leur expliquer les influenceurs dont vous parlez, le joueur de foot de l'équipe de France, peut-être qu'au lieu de faire de la pub pour ces sites-là, ils pourraient plutôt apporter leurs connaissances et leurs acquis pour expliquer à tous ces jeunes qui les écoutent que c'est un peu dangereux ce qu'ils sont en train de faire. C'est un secteur qui est pareil, problématique, c'est que la France a pris des décisions en 2010 de réguler le jeu. Donc moi, à titre personnel, je trouve que c'est courageux de dire en fait je prends position et même si des gens n'aiment pas le jeu, je vais défendre ce secteur, non pas juste parce qu'il y a un certain potentiel de croissance, mais aussi parce que si je ne le fais pas en fait, mes Français, mes concitoyens vont partir à l'étranger jouer. Quand je dis partir, c'est pas physiquement, c'est aller jouer sur des sites qui ne sont pas autorisés. Ludovic, je vous coupe, excusez-moi, mais vous savez très bien que pourquoi l'Argel, anciennement Argel et maintenant l'ANJ, c'est ça, cette limitation, on dit dans le milieu que ça oblige à avoir des cotes moins intéressantes, avec des paris moins intéressants. Du coup, il suffit d'avoir un VPN ou un proxy.
changer son adresse IP et ouvrir un compte sur un pari de site étranger. Est-ce pas- que les sites étrangers, c'est une bonne idée? Alors, on n'a pas le droit de faire la promotion des sites étrangers. C'est puni par la loi. D'accord. Voilà, ça faut le savoir. Quand je dis la promotion des sites, c'est même montrer les cotes. Il y avait, oui, effectivement, un souci de fiscalité pour les bookmakers et pour les joueurs en France. L'assiette fiscale a été révisée dernièrement dans la loi PAC, du coup, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc la fiscalité des bookmakers est un peu mieux maintenant. Avant, ils étaient imposés sur ce que les gens misaient, okay, et non pas ce que les gens en fait misaient et ce que le bookmaker redonnait. Donc il y avait vraiment un souci là-dessus. Côté bookmaker, l'image, enfin la notion de rentabilité a été un peu améliorée. Alors je ne suis pas dans leur compte, donc je ne peux pas vous dire exactement. Au niveau des joueurs, effectivement en France, les cotes sont un peu moins disantes. Mais ce qu'on remarque, nous, puisqu'on regarde beaucoup les cotes, c'est que ça s'est quand même atténué, si vous regardez dans l'ensemble ces derniers temps. Alors, 85%, ce qu'il faut comprendre, on va le donner le chiffre exact, c'est que les bookmakers n'ont pas le droit de reverser plus de 85% des mises aux joueurs. Alors là, on parle de pronostiqueurs, de tipsters un peu malhonnêtes, mais comme vous l'avez dit, ou voire carrément malhonnêtes, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des gens qui sont honnêtes et qui font correctement, qui partagent correctement leur passion, on va dire. À partir de quel moment, à partir de combien de paris on peut considérer qu'un tipster, on peut le suivre? Il faut attendre quoi? 10, 5 paris, 10 paris, 100 paris pour pouvoir vérifier? Il faut le suivre quotidiennement. Quel conseil vous donneriez pour pouvoir choisir le bon? Alors, il y a un chiffre qui tournait à l'époque, mais chacun a sa vision des choses. Non, c'était un minimum de 200 paris pour avoir une certaine... C'est exigeant quand même. Hein. Ouais, mais avant, en fait, si vous faites 5 paris, en fait, la part de chance... complètement. Ouais. Plus vous allez avoir du coup beaucoup du de nombre, paris, plus ça va être révélateur. précis. Et certains vous diront, mais non, 200 c'est pas assez, il faut au moins 1000 paris, et il faut 2 saisons par exemple, ou des choses comme ça. Tipster, c'est un métier, ce qu'on oublie de dire aussi, parce qu'il a été galvaudé le mot, c'est que tipster, c'est une activité professionnelle à la base, à l'étranger, en Angleterre notamment, enfin dans les pays anglo-saxons. Encadré. Encadré, je ne dirais pas qu'il y a un statut vraiment, mais oui, les gens s'appellent du coup des tipsters et souvent vous les retrouvez sur des plateformes de ce style-là, mais pour avoir encore une fois les mêmes performances, il faut jouer la même chose que le tipster, jouer au même moment, jouer chez le même opérateur et se contenter de ce qu'il joue. Donc même si vous suivez un bon tipster, vous n'aurez potentiellement pas les mêmes performances. Vous voyez. Donc c'est hyper compliqué. Et ça, encore une fois, c'est destiné encore à des gens qui ont une certaine maturité et qui sont capables de suivre. Il y a, en vous écoutant, vous avez cité le mot tout à l'heure, c'est bankroll. En fait, c'est la gestion de l'argent disponible pour le pari. Ouais. Et je pense que c'est je vous le dis parce que j'en ai été victime moi-même, je me suis auto-victimisé tout seul, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on ne met pas assez l'accent et qui en fait détermine carrément et concrètement ce qu'est un bon parieur. Vous le disiez tout à l'heure. Est-ce vous pouvez nous expliquer 2 secondes la bankroll, l'importance de la bankroll? Le pari sportif, c'est 2 composantes. Un pronostic, okay, avec une cote multipliée par une mise. Les gens ne perdent pas parce qu'ils sont mauvais au pronostic. Les gens perdent parce qu'en fait, ils ne savent pas miser. Okay. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui vont miser des petites cotes à 1,10. Je prends cet exemple parce qu'il est très révélateur. Alors 1,10, ça veut dire que si on mise 1 euro, on gagne 10 centimes. Voilà. Et en fait, au final, si vous regardez, si vous misez 10 fois sur une cote à 1,10, il vous faudra 9 paris sur 10 pour ne serait-ce que récupérer votre mise. Et en fait, beaucoup de gens, l'erreur qu'on voit chez les non-initiés qui débarquent, c'est de se dire 1,10, mais c'est sûr que ça passe, parce que 1,10, c'est le reflet de la probabilité que la cote passe, établi par le bookmaker. Plus la cote est petite. Plus la cote est proche de 1, plus le pari a de chances de l'emporter. Et ce qui se passe, c'est que des gens ont une forte croyance, parce qu'ils se disent c'est obligé que ça va se réaliser. C'est pas comme au loto où vous devez avoir 6, enfin l'euro million aussi, c'est 2 étoiles. Vous devez avoir juste 1. C'est pour ça que la croyance, elle est forte. Et du coup, ils vont miser beaucoup d'argent. Mais ce qui fait le plus de mal, c'est surtout en fait les mises. C'est ça qui est fondamental et c'est ça que les gens doivent comprendre avant de parier. Et ça, c'est un des outils que vous proposez justement? Oui, clairement chez nous. Alors nous, on l'utilise pour faire du suivi de sa propre bankroll, donc de faire un suivi exhaustif de ses performances, pour savoir à combien vous en êtes exactement, quels sont vos points forts, vos points faibles, quelle est la stratégie qui marche, celle qui ne marche pas. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas parieurs et qui sont venus chez nous et qui sont devenus après, parce qu'ils ont utilisé au début notre système de bankroll qui leur permettait de se divertir à blanc.
Et puis ils ont compris certains rouages. Alors là, on parle des parieurs français, mais vous le savez, Télésud est très présent en Afrique. Eh bien, figurez-vous qu'en Afrique, et notamment au Cameroun, eh bien, on parie aussi, et on parie beaucoup, comme vous allez le voir dans ce reportage de Daniel Adé. Au Cameroun, pays de plus de 20 millions d'habitants, le pari sportif occupe une place prépondérante dans les cœurs des amoureux des jeux de hasard. Landry Tchala, ce jeune Camerounais, la trentaine révolue, a pris goût aux jeux de hasard depuis 2015. Plus un jour ne passe sans qu'il ne fasse de paris. J'ai commencé à jouer au pari foot pratiquement en 2011, quand le premier game est arrivé au Cameroun. Bon, je suis entré dans le pari foot, j'ai commencé à jouer. Ma première fois de au pari foot, c'était une somme de 55 000 francs, je ne l'ai jamais oublié. Une fois, j'ai gagné 300 000. Oui, c'était là, je l'ai pris. Mais tout s'est reparti. Les entreprises exerçant dans ce secteur d'activité au Cameroun ont le vent en poupe, car le nombre de parieurs croît de manière exponentielle, malgré les risques auxquels sont exposés ces derniers. Je ne joue pas au pari foot parce que, ça ne m'intéresse pas, et puis ça ruine les revenus de ceux qui y jouent, donc je ne peux pas ruiner mes revenus pour cela. Le pari sportif est devenu pour beaucoup une addiction. Si certains des parieurs ont du mal à s'en passer, d'autres par contre ont réussi à surmonter cette addiction. Je l'ai joué pendant un temps et après quoi j'ai eu à gagner l'ordre de tiercé et de quartier. Ça n'a pas payé comme ça pouvait payer. Et alors, à la sortie de là, après avoir encaissé cet argent, je suis sorti, j'ai fait chapeau. J'ai dit que je ne jouerai plus jamais et je me suis arrêté jusqu'à aujourd'hui. Un parieur, par exemple, peut investir toute sa fortune dans les jeux de hasard sans être dissuadé par les gérants de ces sociétés de paris. Quand il arrive, ça veut dire qu'il est entré dans la salle de son plein gré. Donc ça veut dire qu'il connaît ce qu'il fait. Oui, on n'a pas besoin de lui conseiller quoi que ce soit, à part ce qu'il est venu faire. Oui, notre travail, quoi, ce qui concerne notre travail. Malgré les risques auxquels sont exposés ces parieurs, le pari sportif a de beaux jours devant lui au Cameroun, car beaucoup de Camerounais espèrent devenir millionnaires avec ces paris. Ludovic, on est d'accord que c'est illusoire de compter sur la responsabilité des joueurs pour se limiter. C'est pas possible. Non, tous les messages, moi, là où il y a des choses à faire, puisqu'on est aussi là pour faire la pédagogie, sensibiliser les gens, moi, j'invite tous les gens qui connaissent du coup des gens qui parient à faire attention à eux, comme on invite les gens à faire attention aux gens qui boivent avant qu'ils conduisent. Et ça, je trouve qu'on ne fait pas assez attention. Tous les messages sont destinés aux joueurs directement, comme vous avez sur un paquet « arrête, fumez tu ». En fait, au bout d'un moment, vous l'avez tellement vu que le message, il est imprimé, mais en fait, il n'a plus d'impact. Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre et ça ne fonctionne plus. Le pari de demain, il va ressembler à quoi? Parce qu'avec la concurrence qu'il y a, forcément, chaque opérateur va vouloir se démarquer et va vouloir proposer quelque chose de neuf pour attirer le plus grand nombre. C'est quoi le pari de demain? Ils vont jouer dans notre salon Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense qu'on arrive à je ne sais pas si vous avez vu, mais la France a régulé en 2010, l'Allemagne il y a moins de 5 ans. Et si vous regardez en fait, les États-Unis, c'était interdit dans tous les États sauf 4 États en fait, aux États-Unis, donc, dont le Nevada, évidemment. Donc là, ils sont en train, les États-Unis, d'ouvrir le marché. Donc je ne vous raconte pas, c'est la nouvelle ruée vers l'or en ce moment, de la part de tous les opérateurs. Ce qui se passe dans les paris, c'est que vous avez une demande qui ne cesse de croître. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle de sport, tout le monde a un avis. Okay, les règles, elles sont faciles à comprendre. Et souvent, on parle de foot, et le foot, c'est 60% du business. C'est pour ça que ça marche aussi, évidemment, au Cameroun, et que je ne suis pas surpris. Le pari de demain, c'est que chaque opérateur est en train de se battre pour sa part de marché, okay, sans chercher à innover. Et ça, c'est le problème. Pourquoi? Parce que les règles du pari sportif, en fait, elles n'ont pas été réinventées depuis leur naissance, presque. Depuis leur naissance. Et c'est très difficile de remonter, parce que je sais qu'à la Grèce antique, ils jouaient. Ouais, mais je crois que il y a 2000 ans déjà. Oui, mais je crois que ce n'était pas du pari à code fixe, donc je ne vais pas lancer, c'était du pari mutuel plutôt. Mais le système de il y a pari... 2000 ans, ils ne pariaient pas sur leur téléphone? Non, ils ne pariaient pas sur leur téléphone, mais ils jouaient sur le pari à code fixe, donc en décimal ou en fractionnel chez les anglo-saxons. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que investir dans un bookmaker, ça coûte cher, créer des technologies, ça coûte cher. Et en fait, vous avez des acteurs qui ont créé des technologies et qui maintenant les exploitent, okay, à travers des revendeurs, si on peut appeler ça comme ça. Okay, donc c'est assez facile maintenant parce qu'ils ont investi dans les technologies, donc du coup ils les rentabilisent. Mais ce qui se passe, c'est que du coup tout le monde a la même offre.
Moi, je suis issu de la grande consommation. La grande consommation, destructeur de valeur, tout ce qu'on entend. Il y avait un truc, c'était nous sommes le moins cher, nous sommes le moins cher, nous sommes le moins cher. À une époque, dans les paris sportifs, c'est j'ai les meilleurs codes, j'ai les meilleurs codes, j'ai les meilleurs codes. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas d'innovation. La dernière innovation qui existe, c'est le cash-out, le fait que vous puissiez à un moment retirer une somme juste avant. Alors souvent, plus une stratégie qui n'est pas très bonne pour les joueurs. Oui, parce que vous retirez la somme, ils en gardent un petit peu quand même. Ils en gardent un petit peu et quand en fait, vous ne retirez jamais au bon moment. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ça manque clairement d'innovation parce qu'en fait, tout le monde reste concentré sur le pari à cote fixe avec tous les problèmes qu'il y a à côté. Et qu'en fait, d'une activité qui est récréative, ludique, en fait, on se traîne un boulet en termes d'image sur le pari qui est de l'addiction et des gens qui profitent de votre crédulité avec les tipsters. Nous, ce qu'on essaye de faire de notre côté, c'est d'éduquer les joueurs. Maintenant, il va falloir vraiment un grand coup de la part de certains opérateurs, et j'espère que ça va finir par venir, pour développer, en fait, tout simplement des nouvelles offres de jeux. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'existe quasiment qu'une seule offre, sauf une autre qui est un peu en parallèle, qui est le loto-foot. Et le loto-foot, personne ne le décrit. Le loto, personne ne râle sur le loto. Ouais, le condamne, ouais. Personne ne le condamne. Vous voyez. Et le pari sportif. Ludovic Gadel, merci beaucoup. Alors, on rappelle, tipstop.com. .co, on n'avait pas l'argent pour acheter le M. .co et sur les stores. un nouvel outil pour ceux qui veulent parier intelligemment et qui veulent faire ça avec un minimum de sérieux, sans se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. C'est exactement. Ça. Merci beaucoup. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour forcément un nouveau TLS+. D'ici là, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine. Au revoir.